Bonjour Catherine Perret. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT en charge notamment des retraites. On va évidemment revenir sur la réforme, mais d'abord, hier partout en France des défilés. Alors entre 600 000 selon l'Intérieur et 1,8 million manifestants selon la CGT. Vous vous attendiez à ça? Vous vous attendiez à plus? Vous êtes satisfaite de la mobilisation? On a eu encore une grosse journée de mobilisation, effectivement. Donc on est très content, effectivement, que près de 2 millions, finalement, de Français ont cessé le travail et ont manifesté un peu partout en France. D'ailleurs, j'ajoute que la police a dû considérer qu'il y avait trop de monde et arrêter de compter une partie des manifestants, parce qu'il suffit de voir l'énorme mobilisation qu'il y a eu à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes ou à Marseille pour... en faisant l'addition, aller bien au-delà, évidemment, des chiffres qu'ils ont annoncés. Donc nous, en fait, on a fait un relevé assez précis et on s'aperçoit que la mobilisation, elle grossit dans beaucoup d'endroits. Il y a des chiffres très intéressants, notamment dans des grandes villes. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a de nouveaux salariés qui rentrent en mobilisation, au-delà du secteur fortement mobilisés, que sont les transports, l'éducation nationale, les raffineries, les ports par exemple. Il y a aujourd'hui de plus en plus de salariés du privé qui ont cessé le travail, et ça c'est un signe que le mouvement social s'ancre vraiment dans la durée. Alors justement, vous dites qu'il s'ancre dans la durée. Il y a eu le 5 décembre, une grande journée de mobilisation. Hier, 17 décembre, vous prévoyez d'autres grandes journées de mobilisation comme celle que l'on vient de vivre? Alors le principe, il est clair, c'est que là aujourd'hui, la majorité des Français considèrent que le projet gouvernemental de réforme à point est mauvais pour eux. J'ajoute qu'il est mauvais pour toutes les classes d'âge, maintenant tout le monde l'a compris, et il est mauvais pour toutes les catégories socio-économiques. Il y avait d'ailleurs dans la manifestation hier beaucoup plus de cadres qui ont cessé le travail et qui ont compris que pour eux aussi c'était une mauvaise réforme. Donc bien évidemment on a annoncé qu'il n'y aurait pas de trêve au mois de décembre. Nous poursuivons donc les mobilisations chaque jour. Un nouveau temps fort le jeudi 19 décembre, un peu partout en France. C'est déjà en train de s'organiser un peu partout dans les départements, hein. Et il y aura une manifestation à Paris demain. Et puis tous les jours de la période de fête de fin d'année, il y a des initiatives qui sont prévues, des initiatives qui engagent tous les secteurs professionnels et pas seulement les secteurs en reconduction, de façon à pouvoir préparer, si le gouvernement ne retire pas son projet raisonnablement dans les jours qui viennent, eh bien une grande mobilisation encore en janvier. Quand on se balade dans les cortèges des manifestations, évidemment, tout le monde a la réforme des retraites à la bouche, mais on sent bien que le mot d'ordre est plus large. Vous tenez à ce que justement ce mot d'ordre reste sur la réforme des retraites, ou vous comprenez évidemment que les gens qui viennent soient aussi motivés par d'autres griefs, en tout cas d'autres colères, qui s'agrègent aussi à la colère de la réforme des retraites? Nous, on est très contents justement, parce que dès le départ, on a dit la retraite, c'est pas seulement une affaire de retraite, c'est avant tout une affaire de profession, de carrière professionnelle. C'est aussi évidemment une question autour des salaires. Or, vous avez vu que Muriel Pénicaud a annoncé qu'il n'y aurait pas aujourd'hui de coup de pouce au SMIC, donc c'est encore une nouvelle provocation. Quand on a des petits salaires, quand il y a des inégalités salariales aussi importantes entre les femmes et les hommes sans aucune raison, quand il y a des contrats précaires qui augmentent, quand il y a des jeunes qui n'ont même pas de contrat de travail, qui sont licenciés à coup d'appli sur leur téléphone, évidemment que cette situation-là, elle a des conséquences inéluctables, je dirais automatiques, mathématiques, sur le niveau des retraites futures, quel que soit d'ailleurs le système de retraite qui est en place dans le pays. Donc on a dit d'emblée, nous, toujours, il faut associer la question des salaires, de l'emploi, des conditions de travail, parce que tout ça, évidemment, ça a des conséquences immédiates sur la retraite. Et l'énorme mobilisation des personnels de la santé, qui dure quand même depuis des mois, ils ont montré qu'ils étaient là, qu'ils étaient visibles, qu'aujourd'hui ce sont les urgentistes, mais pas seulement les chefs de service, ce sont aussi les internes qui se mobilisent pour leurs conditions de travail, pour les moyens à l'hôpital, mais aussi, évidemment, parce qu'ils ont compris que la retraite, c'était la fin de leur départ anticipé, par exemple. Je pense particulièrement aux aides-soignantes. Ils ont fait le lien, naturellement, les salariés. Dans les boîtes du privé, partout où ça démarre fort, c'est quand il y a justement une revendication locale qui cristallise justement la mobilisation. Souvent, c'est la question des salaires qui fait qu'ils revendiquent de meilleurs salaires et ils se rendent compte qu'avec la réforme des retraites, s'ils n'ont pas de meilleurs salaires, ils vont payer cash. Donc nous, on est très contents justement que tous ces éléments convergent. Je termine en vous disant que pour nous, la question de la retraite, c'est un projet de société. Et quand on dit un projet de société, ça veut dire qu'il faut rebâtir un modèle social qui va du début de l'entrée dans la vie professionnelle à la fin de la vie.
Et donc, on est très content justement que les gens aient compris ça. Ce matin, la ministre Elisabeth Borne a dénoncé les méthodes de la CGT dont certains des membres ont coupé l'électricité dans certaines villes de France. Elle demande à Philippe Martinez de condamner. Vous condamnez, vous? Non, pas du tout. Les salariés qui ont été mobilisés dans le secteur de l'énergie, ils ont fait des coupures qui sont en direction de l'économie, parce que nous, ce qu'on veut évidemment toucher, c'est l'économie, par tous les moyens possibles. C'est absolument pas... Quand les camarades de l'énergie agissent en direction des foyers, ils basculent les compteurs en heures creuses, justement pour faire bénéficier aux citoyens comme vous et moi d'un tarif EDF plus bas. Là, ce qui a été visé, c'est les secteurs économiques. Par exemple, quand ils baissent la production sur les centrales nucléaires, ça permet d'avoir moins de marge pour exporter de l'électricité et de toucher à l'économie de la boîte. Et ça, on l'encourage, parce que si ce gouvernement n'entend rien, la seule solution, c'est de toucher au porte-monnaie des entreprises et donc faire tomber la production économique. On voit bien, il y a une bataille de communication qui s'engage sur les vacances qui approchent. Le gouvernement vous accuse les syndicats de vouloir bloquer les Français, de ne pas pouvoir se rendre dans leur famille. Vous dites que c'est le gouvernement qui a choisi l'agenda politique, donc vous n'êtes pas responsable de cet agenda. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui à la fois soutiennent, mais à la fois sont en colère, effectivement, peut-être de voir qu'il n'y a pas d'issue, en tout cas, a priori, de court terme? On verra ce que les discussions vont donner cet après-midi, mais qu'est-ce que vous leur dites déjà, on écoute ce qu'ils nous disent, et ce qu'ils nous disent, c'est majoritairement qu'ils pensent que c'est le gouvernement, effectivement, qui est responsable de la grève et qui est responsable du calendrier, justement, du projet de réforme. Et donc, ils ne font pas payer, je dirais, leur désagrément, pour l'instant, aux salariés en grève. Ça, c'est un premier point. Maintenant, on est des salariés et des Français, comme, voilà. Tout le monde, effectivement, y compris les grévistes, ont envie de passer les fêtes en famille. Donc, nous, la seule solution, c'est qu'ils entendent, que le gouvernement entende, et qu'il retire le projet. Maintenant, il faut quand même pas non plus créer de l'anxiété, et c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui, parce que quand même toute la France n'est pas bloquée dans les transports. Il y a des choses qui peuvent se faire, et donc on l'appelle à être raisonnable, et on est très content que l'opinion publique soit mature et ait compris qu'en fait les désagréments qu'ils subissent, c'est aussi pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour qu'ils puissent demain avoir de bonnes retraites. Cet après-midi, je l'ai dit, les négociations redémarrent avec le gouvernement. D'abord, un mot sur le remplacement de Jean-Paul Delevoye. Il a été remplacé cette nuit par Laurent Pietraszewski, qui visiblement, selon l'ancien député Denis Rosière, spécialiste des finances publiques, n'aurait pas une déclaration d'intérêt très claire à 100%. On prend les mêmes et on recommence pour vous? Oui, c'est ça. De toute façon, c'est un petit soldat de Jean-Paul Delevoye. Hein. Il a été formé depuis plusieurs années. Il devait être rapporteur de la loi. C'est ça, il devait être rapporteur. Jean-Paul, il siège au Conseil d'orientation des retraites, donc c'est un spécialiste des retraites du cercle très étroit de Jean-Paul Delevoye. C'est évidemment, si ça se confirme, cette problématique encore de déclaration de patrimoine, c'est quand même assez, enfin comment dire, scandaleux, quoi. Parce que là, franchement, les Français, ils vivent avec des salaires et des pensions de misère, et ils découvrent qu'il y a des gens qui gagnent des sommes folles avec des emplois qui ne semblent pas être des emplois vraiment réels, quoi. Donc on est évidemment très étonné encore de cette nouvelle affaire. Maintenant, il va y avoir de la marge de négociation pour vous. Vous allez dans quel état d'esprit cet après-midi aux réunions? C'est des bilatérales, hein, c'est pas des réunions multilatérales. Voilà. Déjà, on a 50 minutes cet après-midi par organisation. Hein, donc voilà, en 50 minutes, je pense qu'on va surtout... Avec le Premier ministre? Avec le Premier ministre, sans doute la ministre de la Santé et sans doute le nouveau commissaire. 50 minutes, c'est sans doute justement pour écouter encore une fois un monologue du gouvernement, et avec le refus d'écouter qu'il y a d'autres solutions pour améliorer les retraites. Donc c'est pas véritablement recevable. Demain, la multilatérale qui s'annonce, on ne sait pas non plus à quoi elle va servir. Si c'est encore pour nous redire que pendant un an, on refait des concertations sur l'équilibre budgétaire à obtenir, parce que c'est ça... C'est une réforme budgétaire pour vous? Bien sûr que c'est une réforme budgétaire, c'est une réforme, au départ, vous savez bien, qui est voulue par l'Union européenne,
D'ailleurs, ils ont beaucoup communiqué, y compris l'OCDE, sur le bien fondé de cette réforme, pour bloquer les richesses consacrées à la retraite dans le pays. Donc c'est avant tout une réforme budgétaire, effectivement. C'est absolument pas une réforme pour améliorer quoi que ce soit, parce que même les salariés dont on dit qu'ils vont avoir des gains, c'est faux. Par exemple, les 1000 euros. Les 1000 euros minimum, c'est pour une carrière complète. Ça concerne aujourd'hui 80% des femmes et 80% d'entre elles n'ont pas de carrière complète. Et en plus de ça, chacun le sait, c'est une mesure qui date de 2003, de la loi Fillon, où M. Delevoye était à ce moment-là ministre de la fonction publique, qui n'a pas été mis en œuvre depuis 17 ans et qu'on voudrait aujourd'hui mettre en place. Donc, Un mot quand même sur la CFDT, je sais que vous n'allez pas parler à sa place. Vous êtes ensemble dans la lutte, même si les raisons de la lutte ne sont pas les mêmes. Vous voulez le retrait de la loi, la CFDT veut le retrait de l'âge pivot qui serait fixé à 64 ans. Vous pensez que il est possible que cette unité syndicale est-ce que c'est un des enjeux d'ailleurs de ces prochains jours, d'aujourd'hui et de demain, que cette unité syndicale se maintienne, ou est-ce que vous pensez que les jeux sont déjà plus ou moins faits, que la CFDT pourrait gagner sur les 64 ans et donc valider la loi telle qu'elle est présentée aujourd'hui? Non, je pense qu'il y a une unité syndicale qui peut y compris tenir et s'élargir. Si j'entends Laurent Berger hier, il pose sur la table la question d'augmenter les cotisations sociales, ce qui est quasi historique pour son organisation, puisque ça fait très longtemps qu'il n'avait pas... Les cotisations patronales. Oui, les cotisations sociales, voilà, cotisations sociales, patronales et salariales. C'est la première fois que j'entends cette organisation depuis très très longtemps envisager la possibilité d'augmenter les cotisations. Nous, on dit c'est indispensable d'augmenter les cotisations parce que, évidemment, pour faire une bonne réforme, il faut augmenter les recettes. Donc, évidemment, ils se sont pris une fin de non-recevoir de la part du gouvernement, mais moi, j'invite la CFDT à discuter justement sur cette question-là. J'ai une dernière question justement sur cette histoire d'âge pivot, d'âge d'équilibre, qui sera sans doute aussi au cœur des négociations cet après-midi et demain. On oublie de le dire, mais déjà la loi Touraine, sous le gouvernement de François Hollande, prévoit de reporter de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite d'ici 2027. Elle n'est pas déjà perdue la bataille en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agitation de cet âge pivot, de cet âge d'équilibre, c'est un leurre complet. Parce qu'en fait, ils ont deux leviers possibles. Et ils choisissent ce qui, politiquement, peut le mieux passer auprès de l'opinion publique. Que l'on décide de mettre un âge pivot comme ils l'ont présenté au CESE la semaine dernière à partir de 64 ans, ou qu'on décide de retirer l'âge pivot, mais de poursuivre pour une période transitoire l'accélération du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein, ce qui est prévu dans la loi Touraine, c'est économiquement, budgétairement, complètement neutre. D'ailleurs, Monsieur Delevoye, depuis pas mal de mois, nous avait démontré que c'était un choix politique en fait. Soit on active l'âge pivot, soit on active l'augmentation du nombre de trimestres pour reculer l'âge de la retraite. C'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que nous on dit, l'âge pivot c'est pas l'enjeu cette semaine. Ce qui est vraiment réel, je rappelle que François Fillon lors des présidentielles l'avait parfaitement démontré dans une vidéo qui tourne partout, la retraite à points, ça sert à faire baisser les pensions et à reculer l'âge de la retraite. Donc tant qu'on a cette réforme à points, on ne peut pas envisager une bonne réforme des retraites. Donc le retrait. Le retrait, bien sûr. Merci beaucoup Catherine Perret. Merci à vous.